Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission des Clés de la Rénovation qui a pour thème aujourd'hui les énergies renouvelables et moi et toi, puisqu'on va parler aujourd'hui de projets d'énergie renouvelable, citoyens, participatifs, locaux. En tout cas, vous en saurez plus, vous serez incollable sur le sujet, mais également en mesure de vous impliquer localement dans les projets de votre territoire. Alors, pour aborder le sujet, deux experts vont nous accompagner pendant toute la durée de l'émission. Tout d'abord, Thomas Lebrise. Bonjour Thomas. Bonjour. Tu es fondateur de l'association Copawatt. Est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est Copawatt ? Alors, Copawatt, c'est une association qu'on a fondée en 2016 qui est spécialisée dans l'aide à l'émergence et l'accompagnement de projets participatifs et citoyens de production d'énergie renouvelable. Donc, l'association est basée dans l'ouest lyonnais. Elle intervient principalement en région Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Et elle a différents volets d'action. Un premier volet d'action, c'est donner envie à des initiatives participatives et citoyennes d'énergie renouvelable de se monter sur les territoires. Donc ça passe par la mobilisation. Un deuxième axe d'activité, c'est l'accompagnement de ces initiatives. Donc un accompagnement de proximité, transversal, et qui va se faire du développement potentiellement jusqu'à l'exploitation des projets. Dans une logique aussi de transfert de compétences, donc avec l'idée d'autonomiser progressivement les porteurs de projets. Et enfin, un dernier axe qui est de mettre en réseau les porteurs de projets, avec l'idée derrière de faciliter le changement d'échelle de la transition énergétique citoyenne et l'essaimage des projets, avec en ligne de mire un objectif qu'on partage entre acteurs des énergies citoyennes au niveau national, 15% d'énergie renouvelable en France en 2030, détenue par les citoyens et les collectivités. Très bien. Alors on aura l'occasion de revenir sur tous ces différents axes de travail et d'accompagnement au fur et à mesure des questions. Et également avec nous, Michel Leclerc. Bonsoir Michel. Bonsoir. Tu es président de l'association Énergie Partagée, également vice-président d'une association locale en Bretagne, Énergie Citoyenne en Pays de Vilaine. Oui. Est-ce que tu peux également en quelques mots nous présenter Énergie Partagée ? Alors, Énergie Partagée est un mouvement qui a été créé en 2002. Je dis que c'est un mouvement parce que c'est bicéphale. Il y a d'une part une association et d'autre part un outil d'investissement. Je suis le président de l'association. Ce mouvement a pour objectif donc de développer les énergies renouvelables citoyennes. On reviendra après sur la définition de ce qu'est une énergie renouvelable citoyenne. Développer donc tous ces projets-là en mutualisant déjà les expériences, c'est-à-dire en faisant des échanges entre les porteurs de projets qui, pour beaucoup, au départ, ont défriché pas mal de choses. Ensuite, en apportant des formations, des échanges d'expériences, donc de la méthodologie, des outils qui sont à la fois techniques et financiers, avec l'outil d'investissement énergie citoyen, Énergie Partagée Investissement, et un autre qu'on vient de créer aussi, Énercité, qui permet de financer le développement des projets ENR. Donc c'est une grosse machine maintenant qui regroupe pour l'association une centaine d'adhérents qui ne sont que des personnes morales, et le fonds d'investissement, l'outil d'investissement a à peu près 14 millions d'euros actuellement en caisse, qui investit dans une vingtaine de projets. Très bien. Alors, je préviens tout de suite que l'acronyme ENR signifie énergie renouvelable et qu'il risque d'être utilisé, mais je serai vigilant pour qu'en effet on garde le mot énergie renouvelable. Alors, donc Michel et Thomas vont répondre à toutes les questions que vous nous avez posées par Twitter ou sur le site des Clés de la Rénovation. Pour illustrer à quel point finalement ce sujet des énergies renouvelables, participatives, citoyennes est prégnant, je me suis amusé à regarder la presse de cette semaine et Le Parisien titrait le 11 mars « Versailles, cette coopérative de citoyens Enercity 78 finance les panneaux photovoltaïques » ou encore l'Union dans les Ardennes qui informait qu'une campagne de financement participatif pour cette éolienne en Thiérache ardennaise était lancée, comme quoi on est en plein dans le sujet, ce sujet d'actualité. Et donc, on va commencer par une première question. Thomas, Michel, je me tourne vers toi. Quand on entend parler d'énergie renouvelable, on pense peut-être plus fréquemment à éolien, donc l'énergie du vent, le solaire.
Est-ce que finalement les projets citoyens ne concernent également que l'éolien ou le solaire? Heureusement, non. Alors, effectivement, en termes de nombre, ce sont les projets solaires les plus nombreux, parce que, notamment, on peut faire des petits projets de solaire de 9 kW, tout en étant collectif. On a des projets solaires plus importants aussi. Il y a des projets de plusieurs mégawatts, du solaire au sol. Pour l'éolien, on n'a que des projets de relativement grande puissance. Donc, il y en a quand même une quarantaine qui sont suivis en développement ou en exploitation dans le mouvement. Après, on a d'autres types d'énergie, de l'hydraulique, de la micro-hydraulique, de petite moyenne puissance. Donc là, on a une petite dizaine de projets. On a quelques projets de filière bois associant chaufferie bois, réseau de chaleur. On a aussi maintenant dans les tuyaux, notamment en région parisienne, des projets liés à la géothermie. Donc on couvre un petit peu toutes les énergies, sauf les énergies marines pour l'instant, pour lesquelles on n'a pas encore de projet dans les tuyaux. En tout cas, parmi les différentes... Donc là, les projets que tu citais concernaient les projets suivis au sein du mouvement énergie partagée. Voilà. Et donc, ils ne concernent pas simplement la production d'électricité, mais également de la production de chaleur. De chaleur pour se chauffer. Voilà, notamment via des chaufferies bois ou des réseaux de chaleur. Il y en a un qui a été inauguré il n'y a pas très longtemps dans l'Est. Donc, bien se rappeler que énergie renouvelable ne veut pas dire simplement production d'électricité, mais également production de chaleur. Alors, Michel parlait éventuellement de petits projets solaires. Jérôme, qui habite en Auvergne, te pose une question. Thomas, est-ce que finalement, on serait dans une logique avec ces projets dits citoyens, une logique un peu de greenwashing, de peinture verte, en considérant qu'on n'aurait que des petits projets? Ou est-ce que finalement, quand on parle de projets de transition énergétique citoyenne, il peut y avoir un impact réel à l'échelle d'un territoire et éventuellement à l'échelle nationale? Alors, effectivement, si on regarde aujourd'hui les initiatives qui se sont montées, il y a, comme le disait Michel, un certain nombre de petits projets solaires qui existent. On voit qu'on a aussi des grands projets éoliens. Donc, il y en a plus d'une quarantaine aujourd'hui, des projets citoyens éoliens qui sont en développement, en exploitation en France. Et voilà, on a ce modèle citoyen qui émerge en France aujourd'hui. L'idée, c'est que ces petits projets pionniers qui ont un peu ouvert les sentiers depuis une dizaine d'années puissent maintenant évoluer vers de plus grands projets. Et donc c'est un mouvement auquel on assiste, notamment sur ces projets solaires, où on a des tailles de critiques de projets qui sont de plus en plus importantes. Et on passe maintenant à ces projets solaires citoyens qui auparavant concernaient simplement les installations de 9 kW. Donc en gros, 9 kW, c'est quoi? C'est 60 mètres carrés sur une petite toiture. Aujourd'hui, de plus en plus, ces coopératives de production d'énergie vont vouloir aller sur des toits de plusieurs centaines de mètres carrés, vont vouloir s'intéresser à des centrales au sol sur des anciennes décharges, des parkings. Donc on va aller sur des typologies d'installation de plus en plus grandes. Et on y va à la fois parce que les projets citoyens commencent à capitaliser et accumuler l'expérience. Et on y va aussi du fait des règles économiques qui fait qu'aujourd'hui, pour arriver à rentabiliser un projet, il faut voir les choses en grand. Et ce qui pousse à aller vers des plus grands projets, que ce soit solaire, éolien, méthanisation ou bois-énergie. Donc quand on parle de plus grands projets, c'est à la fois en termes de montant économique, d'ampleur de surface, en termes de production d'énergie. On est bien sur l'ensemble. Oui, tout à fait. C'est à la fois l'investissement et puis la production d'énergie. Et puis c'est aussi la mobilisation qu'il y a derrière, puisque on a aussi un contexte qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens, de citoyens s'intéressent aux initiatives citoyennes, qu'elles soient dans le domaine de la production d'énergie ou dans d'autres secteurs. Et donc aujourd'hui, une initiative qui se lance sur un territoire, c'est tout de suite plusieurs centaines de citoyens qui s'intéressent au sujet et qui vont faire que l'initiative va prendre de l'ampleur et pouvoir concerner un grand nombre d'installations. Oui, pour aller dans ce sens-là, les projets éoliens, forcément, ça mobilise en termes de fonds propres plusieurs millions d'euros. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'avoir quelques investisseurs qui mettent des centaines de milliers d'euros, c'est d'avoir des centaines de petits porteurs qui vont mettre de l'argent. Pour, par exemple, nos projets en Bretagne,
Pour le premier projet, il y a plus de 1000 personnes qui ont participé, avec une moyenne de 1800 € par personne. Mais certains ont mis peu, d'autres beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est de mobiliser beaucoup de gens autour d'un projet collectif. Alors justement, tu anticipes la question que j'allais te poser, en l'occurrence qui est celle de Benoît de Paris ou celle de Marianne de Montreuil. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que tu mets derrière le terme projet citoyen? Est-ce que finalement c'est de l'investissement? Simplement de l'investissement, comme tu l'évoques éventuellement avec le millier de porteurs d'énergie citoyenne en Pays-de-Vilaine. Qu'est-ce que c'est qu'un projet citoyen? Alors, tu as parlé au départ de projets participatifs et citoyens. C'est vrai qu'on... Et ou locaux. Et locaux, je vais préciser un petit peu ça. Des projets participatifs, c'est tout type de projet dans lequel les gens, d'une façon ou d'une autre, peuvent participer au projet. Mais le plus souvent, ce sont des projets dans lesquels simplement les gens participent à la dette, au financement des projets, finalement un peu comme une épargne sans risque et sans investissement physique dedans. Projet citoyen, c'est une forme de projet participatif plus précise, plus impliquante, dans lequel on a défini au niveau d'énergie partagée plusieurs critères. Le premier, c'est que ce soit des projets qui sont ancrés localement, c'est-à-dire qui sont dirigés par des habitants des territoires concernés, et pas par des projets qui viennent de l'extérieur et qui feraient appel aux habitants juste pour mettre un petit peu d'épargne dedans. Donc, c'est des projets qui sont pilotés par les territoires. Ça, c'est extrêmement important. Deuxième point, ce sont des projets dont le but premier, bien sûr, c'est de produire des énergies renouvelables, mais ce n'est pas dans un but spéculatif. On est dans un domaine de l'énergie où il y a une forte concurrence, beaucoup de spéculation, beaucoup d'enjeux économiques derrière. Et le mouvement énergie partagée, les projets citoyens sont hors de ces questions spéculatives. C'est-à-dire qu'on les exploite dans la durée et on reste dans la durée des projets. On ne monte pas des projets pour les revendre et faire de la plus-value. Ensuite, ces projets sont à chaque fois des projets pilotés de façon démocratique. C'est-à-dire qu'on insiste sur la gouvernance des projets. Et quand on dit projet citoyen, c'est que les citoyens qui représentent soit les citoyens directs, soit les collectivités, soit les deux, ce qui est encore mieux, participent de façon démocratique à la gouvernance du projet. Et dernier point, c'est au choix sur le projet. Au choix sur le projet. Alors, l'intérêt aussi, c'est de participer le plus en amont possible au projet, parce que d'une part, ça coûte moins cher quand ce sont les citoyens qui développent un projet que quand ce sont des développeurs qui vont faire une forte plus-value sur le développement. Donc, on a intérêt à être le plus tôt possible. Et puis, plus on est tôt dans le projet, plus on peut définir le projet en adéquation avec un territoire. Et plus on arrive facilement à impliquer, à former les acteurs locaux pour qu'ils soient en capacité de maîtriser le projet, de l'exploiter dans la durée, tout en sachant tous les enjeux, toutes les contraintes, etc. Ce qui nécessite une formation pour ces acteurs, donc c'est un certain temps, mais cet apprentissage fait que localement, vraiment, il se crée une dynamique autour de ces énergies. Et donc on dépasse la simple question du projet en tant que tel, dans une logique vraiment plus de territoire. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a toute une dynamique qui s'enclenche, qui bien sûr est liée aux énergies, mais qui devient une dynamique sociale, économique, de formation des acteurs locaux, de mise en commun de connaissances, d'apprentissage de travailler collectivités et citoyens, ce qui n'est pas évident. Souvent, les collectivités travaillent pour les citoyens, mais pas avec. Et là, on peut inverser les choses. C'est les citoyens qui peuvent demander à des collectivités de travailler avec eux. Donc, on change de modèle, finalement, quasiment de modèle social. Et il y a un dernier point sur lequel j'insiste. Dans nos projets citoyens, on insiste aussi sur le côté enjeu écologique qui lie notamment les questions de réduction des consommations. C'est-à-dire qu'on veut lier à ces projets de production un travail sur la maîtrise de l'énergie. On y reviendra aussi plutôt vers la fin de l'émission sur ce sujet-là. Donc, tu parlais de 4 critères
Si je synthétise ce que tu as dit, ancrage territorial, ancrage local, gouvernance démocratique, non spéculation, et puis intérêt écologique. Ça peut être aussi lié à la faune ou à la flore, quoi. On ne va pas développer n'importe quel projet n'importe où. Donc tous les projets citoyens sont participatifs, mais l'inverse n'est pas vrai. Voilà. Alors justement, pour aller peut-être plus en détail sur la question des projets peut-être plus participatifs, mais qui pourraient devenir citoyens, Julie de Clermont-Ferrand te pose la question suivante. Thomas, quelles sont les différentes possibilités pour investir dans un projet d'énergie renouvelable, alors participatif ou citoyen, quelles sont-elles ? Alors, donc c'est l'occasion effectivement de revenir sur la distinction entre le participatif et le citoyen. Donc aujourd'hui, la plupart des gens connaissent le projet d'énergie renouvelable participatif. Ils le connaissent souvent via les plateformes de financement participatif dont on entend souvent parler, avec donc une plateforme internet sur laquelle on a des projets éoliens, solaires, méthanisation, où on peut souscrire, on peut prêter de l'argent pendant quelques années à ces projets. Donc là, on est sur quelque chose de l'ordre de la participation au projet sous forme de dette, c'est-à-dire qu'on apporte finalement, au lieu que ce soit la banque qui prête de l'argent au projet, c'est les citoyens qui vont prêter de l'argent aux porteurs de projet. Donc ça s'appelle, ça c'est l'investissement, c'est de la participation par la dette, donc c'est ce sur quoi sont spécialisées la plupart des plateformes de financement participatif. Donc là, on est sur les projets participatifs. Et ensuite, on va rentrer sur la participation financière au capital des projets, donc dans les fonds propres qui sont amenés par les porteurs de projets. Et là, on passe au projet citoyen d'énergie renouvelable. Et donc, il y a différentes manières de participer au capital et aux fonds propres des projets. Il peut y avoir des manières de participer de manière indirecte et des manières directes. Alors, les manières indirectes, ça va être lesquelles ? Ça va être d'une part de participer, par exemple, à travers des outils comme énergie partagée investissement, donc qui est un outil au niveau national qui va collecter l'épargne citoyenne, donc aujourd'hui 14 millions d'euros, et qui va ensuite la réinjecter dans des projets citoyens d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est une manière de participer de manière indirecte à la prise de participation dans le capital des projets. Puis il y a aussi des outils plus régionaux ou locaux, avec des sociétés citoyennes qui vont être là pour mobiliser l'épargne des citoyens et ensuite la réinvestir dans des projets citoyens d'énergie renouvelable. Donc là, la participation du citoyen se fait de manière indirecte à la gouvernance du projet. Et après, il y a aussi la possibilité d'investir directement dans les sociétés qui vont porter les projets, toujours dans le capital. Et donc ça peut se faire à travers des coopératives de production d'énergie qui sont soit sous forme de SAS, soit sous forme d'autres sociétés coopératives, et dans lequel le citoyen qui va investir devient actionnaire directement et chaque année va participer à l'assemblée générale de la société en question, décider des orientations, de comment vont être répartis les bénéfices. Est-ce que les bénéfices vont être reversés aux actionnaires sous forme de dividendes? Est-ce que les bénéfices vont être réinvestis dans d'autres projets d'intérêt collectif? Donc là, le citoyen prend vraiment la main directement dans le projet. Et donc il y a ces différents outils qui ne s'adressent pas au même profil souvent de personnes et qui ne demandent pas non plus la même implication. On voit bien qu'entre la personne qui va cliquer sur le site internet, ça reste une participation à un instant T sans qu'il y ait ensuite de suivi, forcément. Sans forcément connaissance du projet. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est quelque chose qui est très facile à faire, mais qui du coup peut aussi s'adresser aux masses, on va dire, et du coup avoir un effet où beaucoup d'argent va être mobilisé de cette manière. Donc là, on est sur le projet participatif. Sur le projet citoyen, les outils comme énergie partagée investissement, ils permettent aussi d'avoir une logique où on va mutualiser les investissements des citoyens entre différents projets. Et puis après, on a cette participation directe, où là, on s'adresse à un cercle plus restreint d'investisseurs, mais avec des gens qui ont envie d'être plus en interface directe avec le projet et à s'approprier le projet le plus possible. Parce qu'on peut parler aussi d'investir dans un projet et de s'investir. Oui. Et dès qu'on est dans une présence plus directe, il y a aussi le côté s'investir. C'est-à-dire qu'on prend part à la vie du projet, c'est un peu plus de temps, mais beaucoup plus d'intérêt et d'enrichissement personnel. Enrichissement en termes non pas financiers, mais humains.
Et je voudrais, il y a aussi un autre outil qui est souvent utilisé, ce sont les clubs d'investisseurs. Club d'investisseurs, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement de 5 à 20 personnes qui mettent en commun leur épargne, leur argent, et qui, en tant que personne unique, investissent dans un projet. Ce qui permet une implication un peu moindre des acteurs, mais en même temps un lien relativement direct dans le projet, puisque chaque club d'investisseurs est représenté par son gérant dans la société d'exploitation. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils qui vont du plus simple, on clique sur Internet, soit sur une plateforme de crowdfunding, soit énergie partagée, où on clique et puis on finance, soit on s'organise plus précisément localement pour participer à un projet. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les retombées pour le territoire, mais on viendra peut-être plus tard. On reviendra dessus. Juste peut-être un point pour illustrer sur la participation directe, la forme que ça prend, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Oui. En fait, quand on parle de participation directe sur un projet citoyen sur un territoire, il va s'agir tout simplement de réunions publiques, il va y avoir des bulletins de souscription pour souscrire des actions de la société qui est en train de se monter, et on sous-estime parfois la capacité à lever de l'argent citoyen comme ça. On arrive sans problème à lever plusieurs dizaines de milliers d'euros, pardon. Voire des millions d'euros. Voire des millions dans certains cas, comme en Bretagne, si je viens. Mais on arrive régulièrement à lever des dizaines de milliers d'euros simplement à travers ces réunions publiques et des bulletins papier où les gens remplissent des chèques. Donc parfois les bonnes vieilles méthodes qui ne font pas appel au numérique marchent aussi très bien. Je pense que j'imagine que tu as des exemples en tête. Oui, tout à fait. Ouais. Par exemple par exemple, la première initiative qu'on a accompagnée dans les Vallons du Lyonnais, en l'espace de 5-6 mois, les 100 000 euros nécessaires qui étaient nécessaires à l'investissement dans le projet pour aller chercher ensuite l'emprunt bancaire ont été recueillis de cette manière à travers quelques réunions publiques sur chacune des communes concernées par le projet. Et donc dans ces cas-là, les habitants du territoire sont devenus ont une part de propriété, sont propriétaires. Tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est aussi eux qui vont collecter l'argent. C'est-à-dire que finalement, l'argent il est collecté par les habitants du territoire à travers ces réunions publiques. Et c'est d'autres habitants du territoire qui vont investir et devenir propriétaires d'une partie des installations. Donc différents niveaux différents modes d'investissement, différents niveaux de mobilisation, d'implication et d'investissement humain également dans les projets, donc en fonction de ce qu'il se passe sur les territoires. Alors Michel, tu parlais justement tout à l'heure de retombées territoriales, qui est un mot qu'on entend de plus en plus lorsqu'on parle notamment de transition énergétique citoyenne. Pourquoi au-delà de l'intérêt qu'un citoyen pourrait avoir d'un point de vue écologique ou d'un point de vue éventuellement financier, pourquoi développer des projets citoyens ? Et quelles sont les plus-values pour le territoire? C'est-à-dire que finalement, pourquoi est-ce que, tu disais tout à l'heure, c'est une façon de garder, que ça bénéficie au territoire. Pourquoi est-ce que finalement des professionnels de l'énergie qui ne seraient pas du territoire ne seraient pas plus pertinents à développer ces projets? Alors, ils ont la technique pour développer les projets sans aucun problème. Par contre, si on regarde en termes d'intérêt du territoire, on ne joue pas du tout dans la même cour. D'un point de vue financier, des études ont été faites en Allemagne, puisque là, plus de 50% des énergies renouvelables sont détenues par des citoyens, donc ils ont une certaine expérience quand même. Et les études ont montré que le retour financier pour les territoires, c'était de 5 à 10 fois plus important pour un projet de territoire porté par les acteurs du territoire que par un projet porté par un industriel. Donc un projet d'énergie renouvelable, surtout d'envergure, génère des ressources importantes, autant que ces ressources restent sur le territoire. Et on voit bien, notamment dans les projets éoliens, puisque j'en ai piloté plusieurs, que les ressources sont sans commune mesure avec ce qui se passe quand c'est un développeur extérieur au territoire. Et plus on est en amont dans le développement, c'est-à-dire plus on contrôle dès le départ le développement, plus les retombées sont importantes. Parce que notamment dans la phase de développement, il y a une très forte spéculation, des très fortes plus-values sur le prix des permis de construire. Pour donner des idées
de valeur de permis de construire, c'est-à-dire simplement le papier qui permet d'autoriser de construire des éoliennes, on parle de 500 000 à 700 000 euros du mégawatt, simplement pour avoir l'autorisation de construire le projet. Donc il y a une très forte spéculation simplement sur cette partie-là. Donc plus on est en amont, plus on a des retombées pour le territoire. Et ces retombées vont bien au-delà de ces retombées financières. Je disais ça, quand les citoyens, les collectivités maîtrisent les projets, ben ils montent en compétence sur toutes ces questions énergétiques, sur les questions économiques, sur la question de gestion de société, d'organisation territoriale pour que ces projets soient en liaison avec le territoire. Et donc tout ça, ça crée une dynamique locale qui est sans commune mesure avec un projet qui vient de l'extérieur. Comme nous, on a pillé les ressources du tiers-monde, en fait, on a souvent des développeurs qui viennent piller des ressources locales, et donc toutes les ressources quittent le territoire. Donc, on est vraiment dans deux systèmes. C'est vrai que de l'extérieur, ça ressemble beaucoup. Une éolienne industrielle classique, une éolienne citoyenne, c'est la même. Sauf qu'en termes de maîtrise et de retombées pour le territoire, ça n'a strictement rien à voir. Donc, dans ce cadre-là, l'énergie au service du développement économique et du développement du territoire. Thomas, tu voulais apporter... Je voulais rebondir là-dessus en disant que c'est justement ce qui m'a poussé à arrêter de ce que je développais auparavant des projets éoliens de manière assez classique, et c'est pour ça que j'ai voulu arrêter de le faire et me diriger vers ces modèles citoyens, parce que j'étais déçu de voir que des investissements de plusieurs dizaines de millions d'euros sur les territoires avaient finalement un impact économique relativement faible. Pour le territoire, alors que l'idée, quand j'avais choisi d'aller faire du développement éolien, pour moi, c'était faire du développement local sur les territoires. Et en fait, je m'apercevais que ce n'était pas du tout le cas. Et j'ai l'impression que souvent, on ne se rend pas compte en France que la transition énergétique dans la décennie à venir, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros qui vont être investis. Pour une grosse partie, ils vont être investis dans les territoires ruraux en France. Et je dis souvent que pour moi, les énergies renouvelables, quelque part, c'est pour demain une nouvelle industrie qui peut se développer partout sur les territoires ruraux. Donc, il fut un temps, on avait le textile, on avait les papeteries, on avait plein de choses qui ont disparu. Demain, l'exploitation des ressources énergétiques renouvelables qui sont présentes sur les territoires, ça peut être ce nouveau volet économique, quoi. Une nouvelle perspective. Ouais. Alors, pour continuer, François de Lambesque te pose la question suivante. Michel, est-ce qu'il existe des fonds participatifs dédiés pour les projets en zone rurale, notamment ? Alors, on va parler d'outils financiers, plus que de fonds, parce que c'est une définition un peu précise et les contours, je ne maîtrise pas exactement la définition. Disons qu'on a des outils financiers qui peuvent servir tout aussi bien pour les territoires ruraux que urbains. En fait, ce qui va faire la différence, c'est que en zone urbaine, on n'a pas le même type de projet qu'en zone rurale. On ne va pas mettre des éoliennes en zone urbaine, de méthaniseurs en zone urbaine. Par contre, en zone rurale, oui. En zone urbaine, on va plus facilement trouver soit du solaire, soit voire de la géothermie, comme en région parisienne, où il y a pas mal de possibilités de géothermie. Donc, c'est plus sur les technologies qui vont différencier en zone urbaine ou rurale. Par contre, les outils de financement vont être un peu les mêmes. Pour reprendre celui que je connais mieux, énergie partagée, on finance des projets en zone urbaine, en zone rurale, méthanisation, solaire, éolien. Selon les mêmes modes. Donc, c'est les mêmes modes de financement. Thomas, une question de Jérôme en Auvergne. Au-delà des bénéfices écologiques, est-ce qu'il est rentable d'investir dans des projets solaires et ou éoliens ? Tu parlais tout à l'heure notamment du logique de prêt. Est-ce que concrètement, les énergies renouvelables, ça rapporte ? Bien sûr, oui. Sinon, on n'aurait pas des dizaines de sociétés qui investissent dans les énergies renouvelables en France. Donc, bien sûr, c'est rentable. Ceci dit, il y a plein d'idées qui circulent sur le sujet et qui ne sont pas forcément vraies. Beaucoup de gens pensent que c'est rentable parce que il y a des subventions, l'Europe subventionnerait les énergies renouvelables, etc. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, le coût des énergies renouvelables a beaucoup baissé, que ce soit sur le solaire, l'éolien, et c'est en train de suivre aussi des courbes qui se réduisent sur la méthanisation. Sur les projets citoyens qu'on accompagne, et de manière générale en France,
le but, c'est toujours de monter un projet rentable. Et c'est d'ailleurs pour ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'on arrive à avoir facilement ces investisseurs sur les territoires. C'est qu'on est sur des projets qui vont être au moins à l'équilibre économiquement et très, très souvent rapporter plus qu'un livret d'épargne. En tout cas, dans la logique des projets citoyens, ce qui est recherché, c'est ça, c'est une rentabilité modérée qui permet de parler à monsieur tout le monde, c'est-à-dire à la fois le militant écologiste, mais aussi le monsieur du coin qui veut faire du développement local et qui, plutôt que de placer son argent dans un livret caisse d'épargne, va le mettre dans le projet éolien à côté de chez lui. Donc on n'a pas forcément des besoins de rentabilité très importantes pour attirer ces investisseurs-là. Après, donc voilà, là je parlais des projets citoyens, donc des rentabilités modérées. Sur ce que disait Michel, il y a quand même des logiques spéculatives sur certains types de projets, et notamment, c'est vrai que c'est un peu comme les cours de la bourse, il y a le cours des projets du mégawatt éolien et du mégawatt solaire, et dans le secteur privé, il peut y avoir des mécanismes de transaction où des gens vont développer des projets, obtenir les autorisations et attendre le bon moment pour vendre ces projets à un moment où il aura beaucoup de valeur. Et pourquoi il aura beaucoup de valeur? Tout simplement parce qu'il y aura plus de gens qui veulent acheter que de gens qui veulent vendre. C'est des mécanismes de marché, quoi. Donc justement, les projets citoyens s'inscrivent un peu à la marge et ne rentrent pas dans cette logique de marché-là, avec l'idée d'avoir des gens qui sont investisseurs mais qui attendent des rentabilités modérées. Voilà. Avec un risque également plus modéré. Oui, alors le risque, donc il est toujours. C'est vrai que c'est important de mentionner que le risque il est là quand même. Et justement, des outils comme énergie partagée investissement permettent de mutualiser ce risque sur différents projets au plan national, quoi. C'est vrai que quand on est en direct, sur un seul projet, plus il est petit, plus bon, il y a des risques, mais qui sont relativement limités quand même. D'une part, c'est limité aux apports, ça ne va pas remonter sur les fonds propres, les autres fonds de l'investisseur. Et d'autre part, c'est vrai que les études sont faites en amont sur les potentiels éoliens, solaires, donc c'est très cadré. Il y a beaucoup d'études faites en amont. Et ensuite, effectivement, on peut avoir des fluctuations. On voit il y a des années où il y a plus ou moins de vent, plus ou moins de soleil. Donc il y a des fluctuations, mais le risque c'est quand même minime. Et finalement, la force du projet citoyen, c'est à la fois donc énergie partagée mutualise le risque entre différents projets, et le projet citoyen, il mutualise aussi le portage de risque avec tous ces actionnaires citoyens. Comme le disait Michel, souvent la part moyenne d'investissement du citoyen, c'est 500 à 1000 euros. Ce qui fait que voilà, ce risque, il est quand même partagé entre des centaines, voire des milliers de citoyens. Et c'est pas pour chacun une dizaine ou plusieurs dizaines de milliers d'euros qui est en jeu, quoi. Très bien, merci pour toutes vos réponses. Je pense que là, nos auditeurs, nos spectateurs sont incollables sur les projets d'énergie renouvelable participatifs et citoyens. Alors, donc on va continuer pour maintenant, concrètement, rentrer plus dans le détail sur les projets dans vos territoires, sur vos territoires. Qu'est-ce qu'il se passe chez moi, éventuellement sur ma commune ou à proximité? Alors, Michel, tout d'abord, peut-être pour préciser ou pour illustrer ce que tu disais tout à l'heure sur la question de l'investissement, est-ce que s'investir dans un projet citoyen, c'est s'investir dans une association comme une association de quartier, par exemple? Quelle différence? Mais souvent, ces projets citoyens commencent par des regroupements de 2, 3, 5, 10 personnes qui se mettent en association avant de se structurer en société. Parce que c'est vrai que le modèle associatif en France est simple. Ça permet aux gens de commencer à s'organiser, à se répartir un peu les tâches. Et ensuite, quand on rentre dans des choses plus dures, dans le gras du sujet, on trouve des structures de société et on lève des fonds pour financer les projets. Donc, s'investir dans ces projets, quand on s'investit dans
dans une association, il y a aussi plusieurs niveaux d'investissement. Soit on est simplement adhérent de l'association, on donne un peu d'argent et puis on reçoit les informations, soit on participe vraiment à la vie de l'association, au développement de l'association. Et donc, effectivement, dans un projet citoyen, dans un projet de société, il y a tout ça. Je vois dans les projets qu'on a créés, des projets éoliens donc de relativement grande envergure, puisque c'est plus de 10 millions à chaque fois d'investissement dans les projets. Là, comment s'appellent par exemple les projets que tu cites? Donc le projet de Bégane, Bégawatt, le premier projet éolien qui a été monté en France, donc c'est 12 millions d'euros, le deuxième on est à 11 millions d'euros, le troisième on est à 20 millions d'euros. Donc les citoyens qui s'investissent dedans, donc certains ont mis simplement de l'argent et puis attendent les informations puis le retour des dividendes. D'autres sont intéressés par suivre la vie du parc, suivre la construction, participer aux décisions, des décisions locales. Donc selon la volonté et le désir de chacun, on participe un petit peu ou beaucoup. On apprend un petit peu ou beaucoup. Je repense justement à une émission sur la question de comment parler d'économie d'énergie aux enfants. Ça peut également faire être un levier assez intéressant pour également intéresser les plus jeunes à l'énergie et a fortiori aux énergies renouvelables, puisque je me rappelle de ce nombre de photos où je voyais beaucoup de jeunes enfants dans les projets, enfin présents en tout cas lors de l'inauguration de temps forts autour de Redon. C'est vrai que ça fascine quand on amène des enfants auprès des éoliennes, voire on les fait rentrer à l'intérieur du mât. C'est un peu fascinant parce que c'est effectivement des grosses machines. Mais ça permet après de discuter sur qu'est-ce que c'est que l'énergie, d'où ça vient, quel impact ça a sur l'environnement et finalement quel intérêt on a à l'économiser. Alors Thomas, en tant que citoyen, quel intérêt j'ai à participer à un projet, on va prendre un projet solaire citoyen plutôt que d'équiper moi-même ma maison de panneaux solaires quel intérêt? Alors c'est souvent une question qu'on a dans les réunions publiques où les gens voient d'abord la complexité du collectif par rapport à une démarche individuelle. Et en fait, quand on mène ce genre de démarche, on se rend compte que ça répond à plein de besoins de plein de typologies de personnes différentes. Alors je vais prendre quelques exemples pour illustrer. J'ai une maison avec un toit qui est orienté plein nord, pas de bol, ou à l'est. J'ai beaucoup plus d'intérêt à investir dans une société collective qui va permettre d'équiper le toit de mon voisin orienté plein sud que sur mon propre toit. Un autre exemple, c'est que voilà, j'ai un toit orienté plein sud, mais pour couvrir ce toit, il me faudrait 20 000 € pour mettre l'installation qui est au-dessus de mon toit. Et moi, je n'ai pas cet argent. Donc, plutôt que de ne rien mettre sur mon toit, je le mets à disposition d'une coopérative de production d'énergie qui va pouvoir le louer et installer des équipements dessus. Et du coup, je vais pouvoir participer à la hauteur de mes moyens dans cette coopérative. Je vais pouvoir mettre 100 €. L'action, elle est souvent à 50 ou 100 € dans ces coopératives de production d'énergie. Je vais pouvoir mettre 1 000 €. Enfin voilà, donc c'est beaucoup plus flexible en termes d'investissement. Un autre intérêt, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de mettre des panneaux solaires sur leur toit, mais ça leur fait peur de choisir l'installateur. Est-ce qu'il va être sérieux? Est-ce que, en termes de choix économiques, c'est judicieux? On revient en question de formation, d'expertise, tout à fait. Vous parliez tout à l'heure. Ouais. Et là, ils n'ont pas forcément à s'occuper de ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent, bien sûr, s'ils le veulent, mais ils peuvent aussi faire confiance à l'intelligence collective qu'il y a dans ce groupe porteur de projet et cette coopérative de production d'énergie, qui va se charger elle-même d'aller sélectionner l'installateur, négocier les prix en bénéficiant des effets d'échelle, recruter les différents partenaires techniques qui vont faire qu'on a des installations de qualité. Donc là, on a quelque part quelque chose qui vient vraiment alléger la démarche de l'individu. Et puis, ça peut être aussi tout simplement, j'ai envie de le faire, mais j'ai pas le temps. Et donc là, pareil, on vient délester la personne qui finalement peut faire confiance à la coopérative citoyenne et simplement va mettre à disposition son toit. Alors, au-delà de ça, c'est vraiment les avantages, je dirais, qui viennent soulager le citoyen. Et puis, le petit bonus, même le gros bonus, c'est qu'en faisant ça, on va faire du développement local sur son territoire, on va aider la filière des énergies renouvelables à se développer sur le territoire,
on va favoriser les retombées économiques locales, on va créer du lien puisqu'on va apprendre à travailler avec les conseillers municipaux de sa commune, ses voisins, voilà. Et puis on va permettre d'aller plus loin aussi, puisque au lieu d'aller simplement équiper son petit toit, on va peut-être en mutualisant réussir à couvrir les grands bâtiments communaux, les grands bâtiments industriels, etc. Un gymnase, une école. Voilà. Et puis il y a un effet d'échelle, c'est-à-dire que notamment pour ceux qui travaillent dans l'éolien, souvent les gens voulaient mettre une petite éolienne chez eux, mais économiquement ça ne tient pas la route. Et investir, on avait fait le calcul pour nos projets éoliens, pour couvrir l'équivalent de sa consommation annuelle, l'équivalent de sa consommation sur 20 ans de la durée de vie du parc, c'était un investissement de l'ordre de 1 500 € par famille. Donc imaginez, on met 1 500 € et on construit un outil qui va fournir de l'électricité pendant 20 ans, l'équivalent de sa consommation. Donc essayez de voir un niveau individuel, si vous arrivez à ça, c'est strictement impossible. Et par ailleurs, également, on axe en effet sur les propriétaires, mais également, de fait, les projets citoyens de production d'énergie renouvelable sont aussi ouverts aux non-propriétaires. Oui, de fait. C'est aussi tout l'intérêt, c'est que voilà, aujourd'hui, les énergies renouvelables, c'est souvent l'affaire des propriétaires ou des constructeurs de maisons. Là, je suis dans un appartement à Lyon. Je peux participer et investir dans les énergies renouvelables en équipant les toits de la périphérie lyonnaise, voire les toits des bâtiments publics lyonnais, à travers par exemple l'initiative Toit en transition qui est sur le site d'énergie partagée. Donc oui, ça ouvre, on va aller chercher l'épargne citoyenne partout. Donc c'est aussi un moyen de massifier l'investissement dans les énergies renouvelables. Puis il y a la problématique de la gestion dans la durée. Parce que même un toit photovoltaïque chez soi, il faut l'entretenir, il faut le nettoyer, il faut finalement c'est quand même quelques soucis finalement. Tandis que quand on travaille collectivement, on peut créer de l'emploi qui va permettre de faire l'entretien et qui va permettre de faire quelque chose qui finalement dans la durée n'est pas forcément évident à faire. Oui, donc, et repose sur des épaules collectives. Je vais rebondir là-dessus, parce que c'est souvent les citoyens ont l'impression qu'en passant par des coopératives, c'est moins sérieux qu'en passant par une entreprise qui fait des installations individuelles. Et ce que disait Michel, c'est que c'est l'inverse. C'est-à-dire que finalement, là, on va avoir une responsabilité de la coopérative plus importante qui fait qu'il va y avoir un contrat d'entretien sur les 20 ans. Donc l'installation va être mieux gérée que si elle était gérée par l'individuel qui va juste faire installer et puis ensuite peut-être s'occuper de son toit s'il y pense, quoi. Et donc plus performante également. Oui, tout à fait, en termes de production d'énergie. Dans ce cadre-là. Alors Michel, que ce soit Julie de Clermont-Ferrand ou Benoît à Paris, ils te posent les questions suivantes. Comment savoir quels sont les projets en cours dans ma région et comment savoir comment rejoindre un groupe. Comment rejoindre éventuellement un groupe, que ce soit en Auvergne-Rhône-Alpes ou en Île-de-France. Alors je vais parler un peu de ma chapelle parce qu'au niveau énergie partagée, justement, on a créé un outil en ligne, on a une carte interactive qui permet, en allant sur le site internet d'énergie partagée, de voir la carte des projets. On peut cliquer dessus et on aura toutes les coordonnées. Donc géographiquement, il y en a un petit peu partout en France et on verra les coordonnées des projets. Si à la limite on ne trouvait pas de projet, on peut aussi contacter directement Énergie Partagée et on a des animateurs en région, dans 9 régions, des animateurs qui vont être chargés d'animer des groupes pour faire émerger des projets. Donc à la limite, si on n'a pas de groupe à côté de chez soi et puis on a envie de se lancer, on peut faire appel à des animateurs qui vont venir nous aider à lancer un groupe, à le structurer, à lui donner l'information nécessaire pour qu'il puisse monter un projet. Merci. Tu parlais également tout à l'heure, Thomas, donc dans une moindre mesure, si on envisage plutôt un investissement sous forme économique, d'aller sur les différentes plateformes qui existent et qui proposent du financement participatif pour des projets, où là, ça peut être finalement de participer via son épargne au développement de production d'énergie renouvelable. Alors justement, tu parlais, Michel, de rejoindre un groupe, voire de créer un groupe, et c'est justement la question que Agathe, dans l'Aude,
te pose, Thomas, en tout cas plusieurs bâtiments communaux dans notre village. On est plusieurs à se poser la question d'y mettre des panneaux solaires et de créer un projet. Qui peut-on contacter pour se faire accompagner? Comment ça fonctionne? Quelles sont les étapes? Combien de temps ça... Bon, en gros, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qui est réjouissant, c'est qu'on a de plus en plus de sollicitations de ce type. Je pense où qu'on soit en France, les gens ont envie de se lancer dans ce type d'initiative. Alors, déjà, un premier point, c'est que souvent les gens pensent bâtiments communaux en se disant, voilà, c'est du patrimoine public, c'est plus simple. Alors, c'est bien de le faire sur le patrimoine public, mais il faut aussi penser au patrimoine privé. Et nous, on se rend compte sur les initiatives qu'on accompagne qu'en fait, ça va souvent plus vite sur les toitures des privés, que ce soit des entreprises ou des particuliers, que sur le public. Voilà, donc c'est bien de faire les deux, et pour pas mettre aussi les œufs dans le même panier, on va dire. Donc ça peut être déjà d'avoir... Des panels de sites, à la fois entreprises, particuliers, associations et collectivités. Donc ça, c'est sur la typologie de site. Et après, alors comment commencer? Ce que disait Michel, c'est que la première chose à faire, c'est de constituer un collectif. Donc ça va dépendre de la personne qui est à l'origine de la démarche. Si elle se sent, elle peut amorcer la démarche toute seule, c'est-à-dire aller contacter d'autres personnes autour d'elle qui seraient intéressées à lancer un tel projet, aller en parler à sa collectivité. L'idée, souvent, la forme que ça prend sur les initiatives qu'on accompagne, c'est des réunions publiques ou des réunions en plus petit cercle, mais en tout cas des réunions qui vont faire que les gens vont se mettre d'accord sur un projet. Souvent, ces premières phases, elles permettent aussi d'identifier des premiers sites. C'est-à-dire qu'à ces réunions publiques, on va demander aux participants, aux dizaines de participants, de dire est-ce que vous avez le site, votre toiture qui est adaptée et que vous voudriez mettre à disposition. Ce qui fait que quand on a terminé cette première étape de mobilisation, on a à la fois un collectif qui peut porter le projet, qui a probablement un certain nombre de compétences, et on a aussi une première liste de sites qui fait qu'on est dans le concret et on n'est pas juste sur une abstraction, on est vraiment en train de construire quelque chose sur le territoire. Et à partir de là, donc là on est sur la phase d'émergence. Après on va passer à la structuration du groupe. Donc là le groupe va commencer à s'organiser, à dire on va travailler sur les aspects développement photovoltaïque, par exemple s'il s'agit d'un projet solaire, d'une part, on va travailler sur les aspects juridiques et financiers d'autre part, et on va travailler sur la mobilisation d'autre part. Donc ce qui permet d'ailleurs de faire appel à des profils très différents, puisque c'est pas forcément le même type de personnalité qu'on va retrouver dans ces différents groupes. Donc sur le juridique et financier, que vont faire les gens? Ils vont rédiger les statuts à partir de modèles qu'ils peuvent trouver sur la base de données d'énergie partagée, par exemple. Ils vont établir le plan d'affaires prévisionnel qu'ils vont mettre à jour au fur et à mesure des sites qu'ils vont trouver sur le territoire. Du côté du développement photovoltaïque, ils vont s'organiser pour aller sur chaque commune chercher des sites ou répondre aux gens qui ont proposé leur site. Faire une première étude de préfaisabilité. Alors ça va être quoi? On met des mots comme ça, mais en fait c'est aller voir si le toit est bien orienté, quelle est la surface disponible, est-ce qu'il y a une cheminée qui fait de l'ombre, voilà. Et une fois qu'on a ça, le plus important en fait ça va être de sécuriser ces sites, donc c'est-à-dire d'être sûr qu'on a des propriétaires qui sont d'accord pour mettre à disposition leur site. Et à partir de là, une fois qu'on a ça plus le collectif, on a les bases pour faire un projet. Et ensuite vont venir les études de faisabilité, et donc là les premières dépenses. Et pour ces études de faisabilité, pour financer ces études de faisabilité, il y a un certain nombre d'outils qui existent aujourd'hui en France. Donc il y a Énergie Partagée avec son outil Énergie Partagée Études, il y a Enercité dont parlait Michel tout à l'heure, il y a des fonds régionaux, il y a le financement local des citoyens qui peuvent avoir envie de financer dès le début de la démarche. Donc sur le plan financier, il y a vraiment aujourd'hui tous les outils sont là. Se lancer, tous les outils sont là et c'est il faut savoir jouer avec eux, mais c'est pas le point qui va bloquer, quoi. Donc on mène les études de faisabilité et ensuite, à partir de là, on va pouvoir valider que telle ou telle toiture est adaptée et passer à la phase de financement. Et donc là, on va aller chercher une partie de fonds propres sur le territoire et puis avec des acteurs un peu spécialisés extérieurs au territoire, comme Énergie Partagée ou ces fonds régionaux dont je parlais. Et puis, dernière partie, on va aller chercher l'emprunt bancaire, généralement qui est, c'est pas tout le temps le cas, mais souvent de l'ordre de 80% de l'investissement global, donc c'est quand même une grosse somme. Et on négocie l'emprunt bancaire, et puis ensuite viennent les travaux. Ce qui va changer aussi selon la typologie de projet, quand on est sur des petits projets, on va finalement être dans une relation assez directe
de la société locale aux installateurs qui vont faire les travaux. Et puis plus on va aller sur des projets complexes et de grande taille, on va avoir un certain nombre de partenaires techniques dont il va falloir s'entourer. Pour vérifier les différents... Le bureau d'études structure, le bureau d'études d'impact, le bureau de contrôle technique, qui vont venir qui vont apporter de la technique et le professionnalisme qui ne sont pas là forcément sur l'aspect énergie renouvelable. Voilà. Et donc sur ces différentes dimensions, après c'est chaque porteur de projet qui va juger de son niveau de compétence et de s'il a besoin d'être accompagné ou pas. Donc certains collectifs vont pouvoir avancer en autonomie complète, d'autres vont rechercher dès le début, parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise sur la question de l'animation sur leur territoire, à être accompagnés, et puis d'autres, ça va venir beaucoup plus tardivement. Et donc ça se fait, cet accompagnement, il peut se faire par tous les membres de Énergie Partagée Association, qui regroupent à la fois au niveau national les porteurs de projets, aussi les accompagnateurs, les structures qui font de la sensibilisation. Et donc, par exemple, si on prend pour exemple les projets que Copawatt a accompagnés, on va dire en caricaturant sur un petit projet et un plus grand projet, quelles sont à peu près les durées moyennes des exemples de durée de montage de projet que vous avez pu rencontrer? Alors, nous du coup, on va parler pour l'instant de solaire, c'est là-dessus qu'on a été sollicité. Michel pourra dire sur l'éolien. Mais alors sur le solaire, nous, ce qu'on voit, c'est tant qu'on va être sur de la toiture, ça va être une dynamique quand il y a des compétences de conduite de projet qui sont au sein du groupe porteur ou quand le groupe se fait accompagner, on va être sur 2 ans à 2 ans et demi entre le tout début et la réalisation des installations. Et sur des installations plus grandes du type centrale au sol, on va plutôt être sur 3 ans. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui va quand même assez vite, puisqu'il y a un certain nombre d'étapes qui vont se passer pendant ces 2 ans, 2 ans et demi. Donc les personnes qui participent au portage de ces projets ont souvent l'impression de faire la course pendant 2 ans quand même. Sur l'éolien, sur les projets éoliens, Michel? Sur les projets éoliens, c'est plus long, mais le développement dans la filière éolienne est long. Et c'est vrai que si on va très très vite, c'est 5-6 ans, mais souvent ça se rapproche de 10 ans, voire plus. Alors, quand on est sur des projets citoyens, l'avantage aussi, c'est que sur un groupe, il peut y avoir du renouvellement. Et donc, les premiers investis ne sont pas toujours là à la fin, mais le groupe fait qu'il y a un renouvellement. Et en même temps, au fur et à mesure qu'on avance, finalement, on se prend au jeu, et puis on a envie que ça aboutisse, et puis on s'accroche. Donc, cette durée, finalement, on y arrive. Alors, normalement aussi, d'après les évolutions législatives, ça doit aller un petit peu plus vite aussi. Parce que pour comparer les temps de développement français et allemand, par exemple, en Allemagne, un projet éolien, c'est 4 ans de développement. Et donc l'idée aujourd'hui, au niveau politique énergétique, c'est qu'en France, on se dirige progressivement vers ces durées-là. Ouais. Des outils pour, en tout cas, réduire les durées sur les projets éoliens. Alors justement, ça fait écho à une question de Jonathan de Brest. La contestation de projets éoliens est souvent médiatisée. Dans le cadre de projets citoyens, qu'en est-il? Et comment finalement, peut-être que c'est d'ailleurs une question sur pas un faux problème, en tout cas une confusion entre acceptabilité et appropriation d'un projet. Qu'en est-il dans le cadre de vos projets éoliens citoyens? Alors, une chose qu'il faut dire quand même, c'est qu'un projet éolien, ça transforme un territoire local. On ne peut pas cacher les éoliennes. Elles font aujourd'hui souvent autour de 150 mètres en bout de pale, donc on ne les plante pas derrière un paravent, sauf si on met le paravent tout près de chez soi. Donc ça transforme localement un paysage et de façon rapide. Parce que même si les études sont longues, on peut mettre 6 à 10 ans, mais en quelques jours, voire une journée, il n'y avait pas d'éolienne devant chez soi le matin, le soir il y en a une. Parce que le montage se fait très vite. Donc, si les gens découvrent ça au dernier moment, si on leur impose ça, effectivement, ça suscite beaucoup de réactions. Parce qu'on transforme leur environnement, on transforme aussi l'environnement sonore, surtout si c'est mal maîtrisé à la fin. Donc là, il y a une très grosse différence entre un projet industriel classique et un projet citoyen. Projet citoyen, tel qu'on l'entend, il est maîtrisé par le territoire. Ça veut dire que dès le départ, les acteurs consultent, se renseignent et connaissent le territoire d'implantation, donc informent les gens,
recueille les craintes, les appréhensions, les problématiques locales, parce que quelqu'un qui vient à l'extérieur du territoire ne les connaît pas forcément. Donc, si c'est un projet développé localement, la meilleure connaissance du territoire va faire que on tiendra davantage compte des contraintes spécifiques au territoire. On impliquera davantage les acteurs en les informant, en les faisant éventuellement participer, en recueillant leurs remarques, de telle sorte qu'au fur et à mesure de l'avancée du projet, les gens se familiarisent avec cette idée et que le projet s'améliore, voire qu'il participe au projet. On voit même que dans le dernier parc qu'on a construit, on avait eu donc tout fait ce travail en préliminaire, et lors de la construction, en fait, est apparu un problème lié à un parc qui était situé à une quarantaine de kilomètres de là, qui créait d'éventuelles nuisances sur un élevage. Et c'est vrai que nos riverains agriculteurs éleveurs se sont fortement inquiétés. Les travaux étaient commencés et ils ont bloqué le chantier. Si on était dans le cadre d'un projet extérieur, ça aurait pu être résolu par la force, avec gendarmes mobiles et compagnie, mais je doute de la viabilité du projet à long terme. Par contre, nous, on a tenu compte des inquiétudes des agriculteurs. D'ailleurs, on a fait des études complémentaires de géobiologie pour voir quelles pouvaient être les causes, quelles pouvaient être les contraintes liées à ce qu'on appelle les courants vagabonds. De ce fait, on a d'une part fait des diagnostics sur l'ensemble des exploitations agricoles du coin, et on a été amené à déplacer 2 éoliennes. Ça a reculé le projet de 6 mois, ça nous a coûté un peu d'argent, mais lors de la construction, on n'a eu aucun problème, et des agriculteurs sont présents en tant qu'investisseurs dans le projet. Donc, le fait que ce soit des acteurs locaux qui pilotent le projet permet d'avoir des interlocuteurs locaux qui sont réceptifs, parce que de toute façon, nous, on va croiser tous les jours les riverains. Donc on a intérêt que ça se fasse le mieux possible. Et quand on a des problématiques, parce que par exemple, on peut entendre les éoliennes dans certains cas et ça peut gêner, les gens savent nous trouver. Ils ont nos coordonnées téléphoniques, on les croise sur le marché et on tient compte de leurs remarques pour exploiter le parc en respectant au maximum les riverains. Donc, tenant compte de tout ça, c'est vrai que les projets citoyens sont davantage acceptés. Ça ne garantit pas qu'il y ait des craintes, qu'il y ait des oppositions, mais d'une part, on peut discuter avec ces craintes, ces opposants, et la plupart du temps, ça permet de faire qu'il y ait une acceptation, et je dirais même mieux, une appropriation du projet. Parce que souvent les industriels sont intéressés pour essayer de faire du participatif, pour que ça rende le projet plus acceptable, mais ils ne sont pas prêts du tout à partager la gouvernance, c'est-à-dire à faire que les citoyens participent vraiment au choix, à l'exploitation, et lors de l'exploitation, il y a différentes façons de l'exploitation. Cette distinction que tu faisais de construire de développer sur le territoire ou avec le territoire. Voilà. Et donc, effectivement, on a moins d'opposition. Ça ne garantit pas qu'il n'y ait aucune opposition. Dans tout projet, notamment des projets d'envergure, il peut y avoir des oppositions, mais on a un soutien de l'ensemble de la population qui est beaucoup plus fort et qui fait que les projets passent beaucoup plus facilement. Et que le troisième étant... Ah, il est construit et il tourne. On va continuer avec une question de Noémie en Isère. Thomas, je me tourne vers toi puisqu'il s'agit d'un projet solaire. On a monté un groupe citoyen dans le pays voironnais et on a eu beaucoup de mal à trouver une assurance donc, pour des installations solaires. Comment ça se fait que ce soit si difficile? Quel est ton avis? Alors, effectivement, il y a des difficultés, en particulier en ce moment, sur les assurances de projets solaires, photovoltaïques. Alors déjà, il faut savoir que les assurances, ça n'a jamais été... des acteurs qui se précipitent sur l'innovation pour les assurer. Ils ont besoin d'un certain nombre de normes, de certifications pour être assurés sur le niveau de risque.
Donc voilà, les problèmes qu'on rencontre sur les énergies renouvelables, on les rencontre aussi sur la construction au bois paille, sur le sature bois, enfin sur beaucoup d'autres choses. En France, on a une spécificité sur le solaire photovoltaïque, c'est l'intégrer au bâti, où on va donc intégrer les panneaux solaires dans la toiture, qui fait que c'est censé être plus joli. Par contre, on va avoir des problèmes potentiellement plus de problèmes d'étanchéité qui ne seraient pas là si on les posait au-dessus, tout simplement. Puisque les panneaux font l'étanchéité dans ces cas-là. Voilà, c'est ça. Donc du coup, certains assureurs ont ont peur de ces risques-là. Et alors, on rajoute encore un niveau quand on passe à des projets collectifs, où là, finalement, on se retrouve avec, d'un côté, un propriétaire de la toiture, de l'autre côté, une société. Donc il y a un interlocuteur de plus qui se rajoute que sur une installation individuelle classique. Et donc effectivement, il y a certains assureurs qui ne sont pas habitués à ces montages et qui peuvent ne pas vouloir aller assurer l'installation. Ceci dit, il y a des solutions. Donc on a des assureurs spécialisés dans les énergies renouvelables qui, sans problème, trouvent des solutions pour quasiment toutes les typologies d'installation. Ça fait partie des problématiques identifiées au niveau national par Énergie Partagée. Et il y a justement un groupe de travail sur la thématique assurance pour le solaire photovoltaïque qui a été monté par Énergie Partagée. Et la prochaine réunion a d'ailleurs lieu le 19 mars. L'idée, c'est de réunir tous les porteurs de projets solaires citoyens et qu'on puisse échanger les bonnes pratiques, les bons plans sur les assurances et comprendre quelles sont les choses qui bloquent et en même temps les acteurs qui facilitent. Voilà. Mais en tout cas, il y a des solutions et ça va probablement évoluer de manière positive avec l'intégration bâtie qui va disparaître en France. Voilà. Merci. Et donc, on va terminer avec une dernière question. Tu parlais justement tout à l'heure, Michel, de maîtrise de l'énergie, d'économie d'énergie, même si justement le débat public restreint beaucoup la question énergétique à la question de la production d'électricité nucléaire. Tu as rappelé tout à l'heure qu'il était important de penser avant production à la question de la consommation d'énergie. Et donc, justement, dans le cadre de ces projets citoyens de production d'énergie renouvelable, comment concilier production et consommation, et est-ce que la prochaine étape, c'est des projets citoyens de maîtrise de l'énergie qui se développeraient sur les territoires? Oui, donc première chose, quand on s'implique dans un projet de production, on s'implique aussi dans la réflexion sur finalement toute la chaîne énergétique qui va de la production à la consommation. Et là, on sait quand on appuie sur le bouton d'électricité, on se dit, ah ben oui, mais ça vient de là, bon, il y a peut-être une éolienne qui tourne, il y a peut-être une centrale nucléaire derrière, donc on commence à se poser ces questions-là. Et de fait, pour nous, ces projets sont des projets aussi pédagogiques, dans la mesure où nos participants, nos investisseurs sont en gros un public cible, un public figé qu'on va pouvoir plus facilement mobiliser sur ces aspects de maîtrise de l'énergie. Et ce qu'on fait dans un certain nombre de projets, ce que nous on fait sur nos parcs éoliens, c'est que on déduit des revenus ou rentre dans nos frais de production des actions sur la maîtrise d'énergie. Tous les ans, nos parcs, c'est 25 000 € pour le premier parc et 30 000 € pour le troisième, qui sont dédiés à des actions sur la maîtrise d'énergie. Donc, tu veux dire 25 à 30 000 € de recettes qui sont dédiées à des actions d'économie d'énergie. Voilà. Donc, c'est des actions d'information, de pédagogie, à la fois auprès de nos actionnaires, mais aussi auprès d'écoles ou d'acteurs locaux. Ce sont des actions communes. Par exemple, on va visiter des chantiers de rénovation énergétique en commun pour échanger sur des techniques possibles, sur des moyens de réduire ses consommations. On va créer des groupes d'achat pour acheter des capteurs thermiques, solaires thermiques, pour réduire aussi ses consommations énergétiques. On va des achats groupés de vélos, des ateliers sur les éco-gestes, comment tenir compte de sa consommation et puis vérifier que tel ou tel instrument consomme ou pas. Donc ce sont toute une série d'actions qui sont mises en place et qu'on espère se développer.
Ensuite, faire des projets uniquement d'économie d'énergie, bon, ça se fait, mais c'est plus complexe, notamment en termes de modèles économiques. Parce que là, les modèles économiques sont souvent beaucoup plus longs de retour financier. Encore que quand on travaille sur l'électricité, il y a des modèles économiques sur, par exemple, les rénovations de l'éclairage, où les retours sur investissement, par exemple pour des communes, peuvent être extrêmement rapides. Et ça, c'est des chantiers qui peuvent se mettre en place. Actuellement, on n'a pas encore de modèle de financement citoyen là-dessus, mais on y pense. Et s'il y a des porteurs de projets qui sont intéressés à travailler là-dessus, on est prêt à les accompagner. Très bien. Eh bien, ce sera donc le mot de la fin. Cette émission se termine. Un grand merci, Thomas. Un grand merci, Michel, pour vos réponses, vos précisions, vos commentaires et toutes les billes que vous nous avez données pour lancer, continuer à développer des projets dans les territoires. Vous trouverez sur le site de l'émission Les Clés de la Rénovation un certain nombre de liens pour accéder à des outils, des publications, pour justement tout savoir sur les projets, comment se lancer dans ces projets. Et également, n'oubliez pas que sur le site du Centre de ressources du Clair, vous trouvez une bibliographie, beaucoup de documents pour tout savoir sur les projets citoyens de production d'énergie renouvelable. Prochaine émission des Clés de la Rénovation en avril 2018 autour de la question de l'alimentation. On abordera justement la question de qu'est-ce que je consomme comme énergie quand je mange et je me nourris. Donc dès à présent, vous pouvez nous transmettre vos questions sur le site www.clairenov.org ou sur Twitter. N'oubliez pas, et je suis sûr que les énergies renouvelables citoyennes vous auront inspiré, le Clair propose un concours de haïku, le concours 1 haïku pour le climat. N'hésitez pas à aller sur le site du Clair pour justement avoir toutes les informations sur la page concours. Je suis sûr que le vent, le soleil, le bois vous inspireront pour nous proposer de jolis haïkus et peut-être être lauréat des prix qui seront proposés. Un grand merci, comme toujours, à nos partenaires, l'ADEME, Actu Environnement et le magazine La Maison Écologique. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, est pas très loin en Bretagne. De chez toi, oui. Michel. Je vous rappelle qu'un numéro unique existe pour avoir toutes les informations, des conseils gratuits, neutres et indépendants sur les énergies renouvelables, la maîtrise de l'énergie, 0808 800 700 ou rénovation-info-service-gouv.fr pour trouver un conseiller info-énergie proche de chez vous. Encore merci Thomas, encore merci Michel. Et à bientôt pour une nouvelle émission des Clés de la Rénovation. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.